Bonjour à tous, je vous accueille en direct du Paris Comics Expo qui était l'un des principaux salons pour les geeks au printemps. On est en direct du French Corner qui est en fait un regroupement de différentes associations Star Wars. Donc on a les Airs de Builders, la 501, Planète Star Wars, la 59e Légion et Mighty Box. On va vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé ce week-end. Donc au sommaire, on a rencontré Ray Park qui joue Dark Maul. Il va nous parler de ses futurs projets, de sa carrière, du personnage de Dark Maul et ce qui va revenir dans les spin-offs ou pas. Ensuite, on va faire un petit tour du côté des costumés qui vont nous parler de leur passion, des personnes qui créent les props. Donc les props sont les accessoires qui sont créés par les fans pour être les plus proches des films possibles. Et enfin, il y a Patrice Giraud qui va nous parler de Rogue One. On va débattre un peu avec lui de ce trailer qui a fait couler beaucoup d'encre et aussi de son livre Génération Science-Fiction. Voilà, donc à tout de suite. Qu'avez-vous pensé de Dark Maul lorsque vous l'avez vu pour la première fois? Bien sûr, j'aurais bien aimé que ce soit moi, mais en même temps, c'était inimaginable que ce soit réellement moi. Je n'aurais jamais pensé qu'on pourrait me demander ça un jour. Les premiers concept art étaient vraiment impressionnants et très forts. Quand on m'a confirmé que j'avais le rôle, je n'arrivais pas à y croire. C'était vraiment extraordinaire. Qui était le meilleur combattant entre Liam Neeson et Ewan McGregor? Les deux étaient très bons. Chacun avait un style différent et la manière dont on a chorégraphié le duel final montrait les Jedi combattre au top de leur puissance. On a essayé de retranscrire le caractère des personnages dans leur façon de combattre. Ils étaient tous les deux très très bons. Ewan McGregor souhaite tourner un spin-off sur Obi-Wan Kenobi. Accepteriez-vous de reprendre le rôle de Dark Maul, sachant qu'il était ressuscité dans les séries animées? Oui, j'ai vu qu'il était dans Rebels maintenant. Donc bien sûr, s'il me demande de revenir, je le ferai sans hésitation. Depuis que vous avez joué Dark Maul, vous avez votre propre figurine. Qu'est-ce que ça vous fait d'être immortalisé en plastique comme ça? C'est plutôt fou d'avoir une figurine de soi, parce que quand j'étais enfant, je jouais avec les figurines. J'aurais juste bien aimé qu'elle me ressemble un peu plus. Oui, c'est normal, c'est la première version. Oui, c'est très sympa. Je montre souvent à mes enfants les poses de combat des figurines. Parce que quand j'étais enfant, les figurines ne bougeaient pas. Et maintenant, on peut les articuler et exposer Dark Maul en position de combat de manière permanente. J'ai vu que vous étiez sur Hollywood Boulevard avec les fans dans la file d'attente du Réveil de la Force. C'était une nuit froide, il y avait beaucoup de vent. Je me suis baladé dans Hollywood Boulevard jusqu'à la file d'attente de l'avant-première. C'était vraiment une expérience formidable à partager avec mes enfants. Et l'avantage d'avoir joué Dark Maul, c'est d'être invité à l'avant-première et de partager cette expérience. Alors les props, qu'est-ce que c'est? Ce sont des accessoires qui sont créés par les fans et qui se veulent le plus proche des films. Donc là on est sur le French Corner qui regroupe plusieurs associations de Star Wars et on va aller voir la 59e avec Adrien. Adrien qui a créé pas mal d'objets et qui va nous en parler mieux que moi parce que voilà, moi je suis pas un spécialiste et lui c'est un spécialiste. Bonjour Adrien, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Alors est-ce que tu peux te présenter brièvement à la communauté des fans? Bien sûr, donc moi c'est Yoda Adrien, je fais partie de la 59e Légion et c'est en partie moi qui habille le stand ici. Donc là on voit qu'il y a beaucoup d'objets de props en fait, c'est que des créations à toi en fait. En partie ouais, il y a beaucoup d'objets style le casque de Tusken, les casques de pilote X-Wing et le casque de Boba Fett où c'est de la fabrication, mais sinon pour le reste c'est soit des props achetés à d'autres prop makers ou alors comme là l'armure de Stormtrooper qui est en cours de fabrication, voilà, en cours de montage. Et est-ce que parmi toutes ces pièces, il y en a une qui te tient le plus à cœur et pourquoi? Ouais, bien sûr, le casque de pilote X-Wing, parce que vraiment ça c'est une pièce que je rêve depuis que je suis enfant en regardant le film et juste de pouvoir la fabriquer soi-même, voilà, c'était quelque chose qui pour moi à l'époque était assez complexe et qui au final a fini par se réaliser au cours des années, quoi. Et donc je vois qu'il a été signé par Gary Kagan qui est l'acteur de Biggs Darklighter. Ouais, c'est ça, donc rencontré lors du Paris Manga il y a quelques temps, c'était l'an dernier je crois en 2015.
et qui est tombé un petit peu amoureux de son propre casque et qui du coup me l'a gentiment dédicacé. Et du coup ça prend combien de temps à faire un casque comme ça par exemple? Au niveau du thermoformage, il y en a pour à peu près 2 heures de temps pour dire de thermoformer toutes les pièces. Et ensuite, il y a une bonne journée de montage et 2 à 3 jours de peinture suivant le résultat qu'on veut obtenir, quoi. Donc, Et alors, je n'ai vu que tu as une autre création aussi sur le stand, c'est BB8. Alors, attends, on va aller voir BB8. Donc, BB8, tu l'as créé il y a combien de temps? Avant de voir le film ou après de voir le film? Ouais, juste avant de voir le film. C'était un petit peu la difficulté. Je l'ai fini 3 jours avant que le film sorte. Ah, donc c'était vraiment short en time. Et donc alors, encore une fois, combien de temps tu mets pour créer un BB8 en taille réelle? Bah, là, le tout premier, je l'ai vraiment fait en rapidité. Donc c'était travail H24 dessus. J'ai mis 3 jours. 3 jours complets vraiment de travail dessus. Le DOM, j'ai eu plus de facilité dans le sens où c'était de l'impression 3D. Donc j'ai juste eu à faire un bon masticage, un bon lissage et la peinture dessus. Par contre, le corps en lui-même, ça a été la plus grosse difficulté sur celui-là, c'était de savoir sur quelle base partir. Et au final, on en est entouré dans la vie de tous les jours, c'est les lampadaires extérieurs. Et voilà, faire un bon petit tracé dessus et puis après tout graver directement avec une Dremel et le tour est joué, un petit BB8 prend vie. Puis c'est un peu ton bébé ce BB8 quoi. C'est ça, ouais. C'est un petit peu la grosse création de fin d'année qui au final je l'ai fait en vitesse et qui a plu énormément et qui maintenant voilà, c'est le petit BB8 quoi, ça fait fureur sur les stands. Et on va poursuivre notre reportage sur le Paris Comics Expo avec les fans déguisés. Oui, alors avec les fans costumés, oui, parce qu'en fait il y a une différence entre les cosplayers, les costumés et les fans déguisés. Et d'abord on va demander du coup à Maëlys de nous dire voilà, c'est quoi la différence entre les fans déguisés, costumés et les cosplays. Alors c'est pas tout le monde n'a pas la même définition on va dire, mais le déguisement ça a vraiment la connotation on l'a acheté dans un magasin et puis voilà on le porte parce que ça nous fait plaisir mais c'est un peu cheap. Cosplay c'est plus l'esprit on va venir en conf pour un concours etc. Et costume, c'est plus des gens qui se dédient à un univers et qui font vraiment la reproduction à l'identique des films. Et souvent qui ont 1, 2, 3 costumes. Alors que les cosplayers, souvent, ils font une convention, un costume. Okay, donc je dirais que la différence, c'est ça. Donc vous êtes des costumés. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter la 59e, ce que vous faites un peu Alors la 59e Légion est une association costumée Star Wars, basée dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc on est une quinzaine de membres et on a tous des costumes Star Wars issus des films ou des séries animées. Et on se déplace dans les conventions, dans les salons, on fait du caritatif, le Téléthon, des choses comme ça. Et donc tous vos costumes, en fait, ce sont des costumes que vous avez fabriqués vous-même et c'est pas du tout des achats que vous avez fait sur internet ou dans des boutiques spécialisées quoi. Alors en partie. La partie, moi les miens sont faits moi-même. Après les armures sont achetées souvent à des prop makers à l'étranger. Donc on les trouve sur des sites spécialisés, des choses comme ça, et après elles sont montées et assemblées nous-mêmes. Et j'ai que comprendre que quand tu achètes une armure, par exemple, tu la mets, c'est pas prêt en main, enfin clé en main, c'est faux là. Il y a quand même tout un rituel de fabrication pour l'adapter à son corps. Ah oui, complètement. Une armure, souvent elle arrive en kit. Et donc, par exemple, celle d'Olivier, son biker est arrivé en kit. Et c'est nous qui avons monté toutes les attaches, les pressions, les scratchs, pour l'ajuster à sa morphologie. Et en moyenne, pour créer un costume, ça vous met combien de temps ? Enfin, ça dépend vraiment du costume peut-être. Ouais. Ça dépend vraiment du costume. Une armure, souvent un an facilement. Ouais. Après, un costume en tissu, ça peut être plus rapide. Souvent, après les robes de princesse, ça dépend. Une Padmé, ça peut mettre 1 an juste pour faire des broderies. Et du coup, tu as un nouveau projet de costume là ? J'en ai beaucoup. Oui, j'en ai plusieurs. Sur l'épisode 7 ? Oui, sur l'épisode 7. Oui, je vais faire Ray. On verra ça, une autre convention alors. Bon, et en tout cas, merci à tous les trois d'avoir pris un peu de temps. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite avec Patrice Giraud.
On va terminer ce compte rendu du Paris Comics Expo avec Patrice Giraud qu'on ne présente plus. Et alors c'est quoi votre dernier livre, Patrice Giraud? Alors mon dernier livre s'appelle Génération Science-Fiction, qui est un livre qui parle de la belle collection d'Arnaud Grimbert, d'objets originaux de science-fiction, des costumes, des maquettes, des œuvres d'art, des œuvres graphiques. Voilà, et puis on prépare plein d'autres choses pour le futur, voilà. Mais je dirais que c'est le premier livre d'une longue lignée qui arrive, voilà, d'une longue série. Parce qu'il y a de la matière avec la collection, quoi. Oh oui, là on a vu, c'est même pas c'est l'iceberg, le haut de l'iceberg, mais vraiment le tout en haut, quoi, le tout petit cône. Et on va un peu parler de l'actualité Star Wars, parce qu'il y a le teaser de Rogue One qui est sorti. Qu'est-ce que tu en as pensé, honnêtement? Non, bah c'est le retour. Pour notre génération, pour les gens qui ont connu la trilogie classique, ça joue sur des codes qui nous parlent parce que c'est voilà, là c'est l'Étoile Noire, c'est les Stormtroopers qu'on a connus, c'est vraiment étrange. Là c'est vraiment le retour 40 ans en arrière, voilà, avec des nouvelles choses. C'est encore très dur de juger un film sur une bande-annonce. On va avancer dans le temps, on en saura plus, mais une fois de plus, on jugera quand on verra le film en décembre prochain. Voilà. Et du coup, t'étais plus hypé par Rogue One ou par l'épisode 7 de ce que t'as vu? J'en ai parlé avec pas mal de fans et c'est vrai que peut-être une fois de plus, l'épisode 7, bon, c'était hype parce que c'était enfin le retour vers Star Wars, mais c'était quand même un autre Star Wars, quoi. Quelque part, il y avait quand même Harrison Ford, mais il y avait des nouveaux personnages, alors que là, on se retrouve dans l'univers dans lequel on a découvert Star Wars il y a 40 ans. Donc c'est l'Étoile Noire, et c'est l'Étoile Noire, la planète Yavin. Voilà, c'est quand même un retour dans notre enfance. Là, c'est vraiment... Mais c'est le but de ce genre de film. On joue sur des codes qui vont nous toucher émotionnellement, qui rien que par un visuel. Là, quand je vois par exemple l'Étoile Noire qui s'ouvre, c'est qu'on apporte quelque chose de nouveau dans un univers qu'on pensait connaître parfaitement. Voilà, donc c'est... Et enfin, dernière question, est-ce que tu penses que ça va être facile à Disney de vendre Rogue One, dans le sens où il y a plein de gens qui se disent « Ah mais ça va pas être la suite de l'épisode 7, qu'est-ce qui se passe ?» Non, c'est très compliqué. Moi, je me souviens très bien de poser la question à Jim Ward, qui était le directeur marketing des prequels. Et justement, quand je lui parlais de l'épisode 3, je lui disais « Ça va être dur à vendre ». Il fait « Ah non, c'est super simple, c'est le retour de Dark Vador ». Et c'est vrai que c'était simple. Alors que là, Rogue One, déjà ça s'appelle Rogue One, on dit moins Star Wars. Il faut expliquer que c'est pas la suite de l'épisode 7, ça se passe bien avant l'épisode 4, après l'épisode 3. Voilà, c'est pas pareil. Et puis bon, moi je vois moi-même à mon niveau, là où mon téléphone, à chaque bande-annonce, téléphonait 40 fois par jour dès qu'il y avait un trailer, là aucun journaliste nous a appelé. C'est-à-dire qu'effectivement on sent qu'il y a eu un gros hype sur le retour de Disney avec la franchise Star Wars, mais que bon, pour l'instant, maintenant, là, on redevient plus dans du quotidien, quoi. Ouais, merci beaucoup pour ton temps, Patrice, et puis à très vite. Longue vie à Planète Star Wars.